L'once d'or qui a donc franchi ce nouveau record en avril, on l'a largement commenté ici sur Boursorama, 3500 $ l'once, même s'il est retombé depuis à 3400 $. C'est une flambée du cours du métal jaune qui pousse pas mal de particuliers à arbitrer leur patrimoine, et donc parfois en cédant des bijoux de famille, des pièces d'or, des médailles, voire des lingots, des cessions qui peuvent dégager, on le souhaite évidemment pour vous, des plus-values, parfois substantielles, mais tout ça n'est pas évidemment anodin sur le plan fiscal. La réglementation, elle est minutieuse, et puis les délais de déclaration sont extrêmement courts, et en cas de retard et d'omission, des pénalités automatiques s'appliquent et peuvent alourdir sacrément les opérations. Alors qu'est-ce qu'il faut savoir si vous avez vendu ou si vous comptez vendre de l'or, des bijoux ou des objets d'art? Réponse avec vous, Maître Jérôme Barré. Bonjour Jérôme. Bonjour David. Avocat associé au sein du cabinet Yards. Bon, déjà, est-ce qu'il y a un régime spécifique qui concerne la vente d'or, d'objets précieux, de bijoux, d'œuvres d'art? Si vous avez des dents en or, c'est le moment, ça vaut beaucoup d'argent. Vous les transformerez en céramique. Oui, donc il y a une fiscalité qui dépend très directement de la nature de l'objet qui est cédé et des circonstances de la vente. Donc toute cession par principe, à titre onéreux d'un bien, engendre de l'impôt. Ça, on peut rien y faire. Soit des lingots, des bijoux, des pièces, des œuvres d'art, tout en principe est imposable. Donc 3 régimes fiscaux peuvent s'appliquer. Le premier régime, c'est celui qui concerne la taxe forfaitaire sur la vente de métaux précieux. Donc l'or, sur le prix de vente. Sur le prix de vente. Ouais. Et les métaux précieux, l'or en fait partie. Ça pourrait être du platine, vous avez une vieille montre en platine, vous avez des dents en platine, je ne sais pas si ça existe. Mais en fait, souvent dans les tiroirs... Il y a une dent contre moi aujourd'hui. Pour vous, au contraire. Pour vous. Et donc cette taxe forfaitaire sur le prix de vente, elle est d'11,5 sur le prix de vente. Ça, c'est le premier. C'est le prix de vente, hein. Encore une fois, c'est pas sur la plus-value, pardon, faut le rappeler. Pas sur vous vendez 100 € de dents en or, ou de bijoux, ou de vieux bijoux mauvaise facture que vous voulez vendre, c'est 11,5 sur le prix de vente. Voilà. Point. Le deuxième régime, c'est un régime dérogatoire qui concerne cette fois-ci les objets d'art de collection et les antiquités. C'est aussi une taxe forfaitaire qui est aussi sur le prix de vente, et c'est 6,5. Et enfin, vous avez une imposition sur la plus-value réelle, c'est-à-dire cette fois-ci sur la différence entre prix de vente et le prix d'acquisition. Et cette différence, elle est taxable, on le verra selon certaines conditions, mais elle est exonérée au-delà de 22 ans. Enfin, vous avez quelque chose qui est beaucoup moins connu, c'est l'or dit qui est devise. Vous achetez non pas une pièce d'or américaine ou un louis d'or français, un Louis-Napoléon, vous achetez une devise, comme je crois, en Afrique du Sud. À ce moment-là, ce sont des pièces qui sont cotées pour leur valeur faciale, qui peuvent suivre le cours de l'or en tant que tel, mais cette fois-ci, sur leur devise, il n'y a pas d'imposition du tout. Alors sur cette règle générale, cette taxe forfaitaire de 11,5% sur le prix de vente, dans quel cas est-ce qu'elle s'applique? Alors, vous vendez, cette taxe forfaitaire, elle constitue dans un régime par défaut pour les cessions des métaux précieux. Sont visés les lingots, les lingotins, les pièces d'or ou d'argent qui sont frappées avant 1800, aussi l'or sous forme brute, donc les feuilles, la poudre, ce que vous avez, ce qu'on retrouve dans les tiroirs souvent de famille avec 3 grains d'or. Et cette fiscalité ne tient aucun compte de la durée de détention. C'est automatique, mais ni du prix d'achat, ni du prix de vente, et ce n'est pas un impôt sur le gain, c'est donc un impôt sur le montant de la cession. Le prix de vente, quoi, ça prend compte. Sur le prix de vente. Ouais. Donc ce taux, c'est 11% d'imposition en tant qu'impôt, et 0,5 de charge sociale de CRDS, soit 11,5 total du total de prix de vente. Même en cas de perte, vous restez redevable du prélèvement. C'est-à-dire que si vous avez acheté de l'or pour 100 et que vous le revendez pour 90, si vous appliquez le forfaitaire, vous êtes à 11. Donc à 11,5. Donc ça peut surprendre les contribuables, mais non accompagnés, mais en cas de revente à perte, c'est une contrainte. En cas de vente en France, la taxe est en général collectée par l'intermédiaire d'un professionnel. C'est lui qui s'occupe des formalités, c'est lui qui prélève et qui reverse l'impôt. Vous n'avez pas à vous en soucier. Il vous remet un bordereau de cession qu'il faut conserver précieusement, parce que ça c'est la preuve de l'opération, j'allais dire conforme. Et à défaut, l'administration, elle peut considérer que vous avez vendu ça sous un black market et que vous n'aviez pas rempli vos obligations. En revanche, si vous passez par des opérations à l'étranger, c'est aussi une tentation en disant j'ai de l'or qui n'était pas très connu, etc. Et ça arrive, tout le monde a un petit bas de laine. Bien à ce moment-là, il faudra déposer soi-même un formulaire qui est le 2091 SD dans un délai strict d'1 mois à partir de la cession. Et c'est là où vous avez une pénalité automatique de 25% si vous faites un dépôt tardif. Les ventes à l'étranger ou les ventes discrètes comme ça, elles sont rarement invisibles. Vous avez une directive européenne qui s'appelle DAC7. DAC7 vous dit il y a des plateformes qui sont dans l'Union européenne et qui valident des transferts d'informations d'un pays à un autre et qui vont décrire si vous êtes, parce que dans le pays dans lequel vous allez vendre, vous ne vous passerez pas pour un anonyme, on vous demandera un certain nombre de détails vous concernant. À ce moment-là, on aura votre adresse et votre résidence et le pays concerné va informer la France de ce genre de choses. Donc,
c'est pas la peine d'aller faire des choses qui se cachent, vous allez être retrouvé. Ensuite, si jamais on vient vérifier vos virements ou si la banque s'émeut du fait que vous avez un virement, je ne sais pas, de 5 000 ou 10 000 euros et qu'elle vous en demande l'origine, surtout si ça vient de l'étranger et que vous ne pouvez pas répondre, la banque va déclencher un processus d'enquête ou un processus d'alerte. Donc il ne faut pas faire ça. Aujourd'hui, vendre à l'étranger via un canal non professionnel, ça ne dispense pas des formalités, ça ne dispense pas de payer la taxe. C'est clair. Et si je vends un bijou ancien ou voire une pièce de collection, on est soumis à la même taxation que pour un lingot d'or? Absolument. Enfin, c'est pas la même taxation, mais c'est un peu le même principe. Donc, vous avez une typologie précise suivant les objets. Il s'agit donc de ce qui va concerner les œuvres d'art originales, les tableaux, les peintures, les gravures, les bronzes, les sculptures en terre cuite, les photographies signées si elles sont numérotées, sinon ça ne rentre pas dedans. Des objets rares ou anciens, c'est-à-dire du mobilier de plus de 100 ans. Ça peut être de la céramique, ce qu'aura fait Picasso, des livres, des manuscrits. Les livres également, les livres anciens du 18e, des bijoux et des métaux précieux, en métaux précieux, pardon, pas le métal précieux, puisqu'on a vu que c'était 11,5. Et dès lors qu'ils sont travaillés, c'est-à-dire qu'ils sont façonnés, c'est à ce moment-là, ils prennent la qualité de bijoux, ils sortent du métal en tant que tel. Des pièces de monnaie, donc frappées avant 1800, d'argent ou d'or, et plus généralement des biens qui présentent un intérêt historique, artistique ou culturel. Ce sont des définitions qui sont issues de la réglementation douanière, qui sont reprises par la doctrine administrative qu'on appelle le BOFIP. Ça peut paraître technique, mais c'est la nomenclature. Cette fiscalité, elle dépend alors du prix de cession. D'abord du prix de cession. Si vous avez la cession d'un bien qui est inférieur à 5 000 euros, vous êtes en dessous du radar, vous n'avez rien à déclarer. C'est une exonération totale. Si le prix est supérieur ou égal à 5 000 euros, à ce moment-là, on appliquera la taxe forfaitaire qui n'est non plus de 11,5, où on avait 11 et 0,5, elle va être de 6,5, 6 et 0,5, 6 d'impôt et 0,5 de charges sociales, CRDS, du prix de vente. Alors cet étage-blanc, il est évidemment important, puisque vous avez quand même 5% d'écart entre les 11,5 qui vous sont donnés pour les métaux précieux et les 6,5 qui sont donnés. Alors, les 5 000 euros, c'est un sujet. Si vous vendez un ensemble, et si vous le vendez au sifflet, l'administration peut vous dire fin de la récréation, ça ne va pas. Tout ça, c'est un ensemble. Vous avez 2 tableaux. J'y ben il y en a qui fait 4 500, l'autre 4 500. On voit bien que c'est une paire. Si vous vendez une série de fauteuils, si vous vendez ce genre de choses, on va appliquer les 5 000 euros. On va vous dire que ça, c'est pas vrai. Et donc, on va, à ce moment-là, tomber sur la taxation à 6,5. Donc, c'est une appréciation au cas par cas, qui est une question de fait, et qui va vous emmener à vérifier ce que vous faites. Là, c'est là où c'est dangereux. C'est lorsque vous avez une collection de timbres, ou est-ce que lorsque vous avez des livres, vous avez 2 sujets. La première, c'est que si vous le faites de façon sporadique, on peut vous appliquer, en disant, mais c'est plus de 5 000 euros, on va vous appliquer la taxe de 6,5. Mais si vous le faites de façon régulière, on peut vous dire qu'en plus, c'est une activité cette fois-ci qui est commerciale, qui va dépendre à la fois du volume prêté, c'est-à-dire du nombre d'opérations qui est réalisé dans la même année, et du prix. Et donc, si vous dépassez un certain seuil, il n'y a pas de seuil écrit, mais si vous rentrez dans quelque chose qui paraît comme professionnel, et que si vous ne le déclarez pas, en disant « mais non, je suis en dessous de 5 000 euros », on va vous dire que vous faites du commerce illégal et de l'activité occulte. Est-ce qu'on peut éviter cette taxe forfaitaire et opter pour l'imposition sur la plus-value? On imagine évidemment, dans certains cas, et on l'imagine assez facilement, c'est plus intéressant. Vous avez acheté un tableau il y a 3 ans et vous le revendez parce que le marché a bien fonctionné, vous avez trouvé une pépite chez un antiquaire ou chez un marchand qui ne savait pas forcément, ou sur une foire, quelle qu'elle soit, vous avez probablement intérêt à utiliser les 6,5. En revanche, si vous avez un objet d'art depuis longtemps, et en particulier plus de 22 ans, on va appliquer un coefficient, on connaît ça pour les habitations, pour les biens immeubles, on applique un coefficient de 5% au-delà de la 2e année, ce qui fait qu'au-delà de 22 ans, qui se cumule chaque année, qui se retranche mais se cumule chaque année, vous n'avez plus de taxation. La taxation de la plus-value, elle est 36,2, c'est-à-dire 19% d'impôts et 17,2 de prélèvements sociaux, donc c'est pas cadeau. En revanche, cette plus-value, elle est bien sur la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition, minoré des 5% par an au-delà de la 2e année, ce qui fait que, donc, je le répète, au-delà de 22 ans, vous n'avez pas de taxation. Et cette question, elle est intéressante dès lors que vous pouvez prouver à la fois la vente, ça, il n'y aura pas de sujet, mais l'origine de l'acquisition. Alors, soit c'est une acquisition parce que vous avez un bien qui figure dans la succession, soit parce que vous l'avez acheté il y a longtemps, soit parce que, et ça m'est arrivé dans certains cas, de faire intervenir le notaire en disant de toute éternité, ce tableau était dans cette famille, ou parce que vous avez prêté un tableau lors d'une exposition, vous aviez 3 tableaux hollandais, vous avez une exposition sur hollandais, et on voit que vous l'avez prêté là, et vous avez un bordereau, donc vous pouvez justifier de la détention de ce bien, et à ce moment-là, vous pourrez être dans ce là. Si vous n'avez pas de justificatif, si vous ne pouvez pas justifier du prix, ça va devenir très compliqué et il vaut mieux passer à la taxe forfaitaire. Ça, quand on est en moins-value,
Ça vaut le coup aussi de... Alors, quand vous êtes en moins-value, si vous êtes en taxe forfaitaire, on l'a dit tout à l'heure, Voilà. vous êtes taxé, mais sinon, si vous êtes en moins-value, il faut utiliser ce mécanisme-là, vous avez tout à fait C'est raison. tant est qu'on ait évidemment les preuves d'achat, on Voilà. en a toujours. Bon, et ensuite, qu'est-ce qui se passe voilà, si on s'en trompe dans le régime, si on déclare mal, tout ça de bonne foi, bien sûr. Alors, c'est toujours ce que je dis, c'est jamais le poison qui tue, c'est la dose. Soit c'est une fois, c'est pas grave, et sur des montants dont on peut imaginer que vous êtes passé à côté parce que vous n'avez pas bien rempli le formulaire, parce que vous avez été non pas négligent, mais vous ne saviez pas très bien. L'administration, elle va se montrer compréhensive. Et vous avez dans ce cas-là intérêt à vous présenter vous-même à l'administration plutôt que d'attendre qu'elle vienne vous voir. Si l'administration vient vous voir, c'est pas la même spontanéité évidemment que si c'est vous qui déclarez. Donc de ce point de vue-là, c'est pas très grave. Si c'est répété et si c'est sur des gros volumes, ça marche pas. Mais là encore, quand vous vendez un tableau par l'intermédiaire d'une maison de vente, par une vente aux enchères, vous n'avez pas de ce sujet-là parce que c'est la salle des ventes, c'est la maison de vente qui va s'occuper de tout ça et qui va vous demander quelle option vous prenez. Soit vous restez sur la taxe forfaitaire, soit vous prenez l'option plus-value. Là où le sujet est plus ennuyeux, c'est que si vous êtes en défaut de déclaration dans les délais, à ce moment-là, vous avez une majoration automatique de 25%. Et si vous n'avez rien fait, vous pouvez retrouver dans une situation... C'est quoi rien fait? Rien fait, c'est-à-dire que pas de déclaration du tout. Ouais. L'administration vous tombe sur le poil parce qu'il y a une vente, parce que vous avez publié, parce que vous l'avez fait sur eBay ou parce que vous l'avez fait sur une plateforme de ce type. L'administration s'en rend compte. Qu'est-ce qu'elle va dire? Elle peut vous appliquer, même si vous le détenez depuis plus de 22 ans, la taxe forfaitaire, puisqu'on a vu que la taxe forfaitaire, c'était le principe, et que, même si c'est un régime dérogatoire, et que l'option à la plus-value était une option, justement. Ouais. Donc il faut faire attention, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous ne décidez plus. Donc là encore, il ne faut pas jouer parce que aller sur des plateformes étrangères, etc., tout ça, ça se cumule. Il y a des informations qui circulent partout. L'administration, on l'a vu, collecte de plus en plus d'informations par la data. Il ne faut mieux pas jouer avec ça. Les calculs, c'est relativement simple. Une taxe à 6,5, c'est supportable. Donc ne tirons pas sur la corde. Est-ce qu'il faut reporter cette vente, si elle vente d'un lingot ou un peu d'or ou autre chose, ou un bijou dans la déclaration en ce moment sur les revenus? Non. En principe, enfin c'est pas en principe, ça ne se reporte pas dans la déclaration, sauf si à ce moment-là c'est une activité commerciale habituelle. Non. Mais si ça n'est pas le cas, non, vous n'avez rien à faire. C'est pas une opération spéculative. Ça ne se reporte pas. C'est au moment de la déclaration. D'ailleurs, c'est souvent la confusion. Souvent, les contribuables viennent au moment de la déclaration en disant j'ai vendu ça dans cette année et je voudrais qu'on le déclare maintenant. Ah oui, c'est un peu tard. Alors là, il faut essayer de toute façon, il faut le déclarer. Et avec un peu de chance, là encore, même si cette taxe de 25% est en principe automatique, vous avez plus de chances que ça passe en le déclarant spontanément qu'en ne le faisant pas du tout. 25% sur le prix de vente. Ah oui. C'est 25% de l'impôt, pardon. C'est 25% des 6,5 voilà. Qui lui-même est calculé sur le prix de vente. Voilà, ok, clair. Merci beaucoup. Conseil signé Maître Jérôme Barré, avocat associé au sein du cabinet Yards. Merci Jérôme. Merci David.